Monter son business et générer des profits, c'est top. Ne pas reverser plus de la moitié de ce qu'on gagne à l'État, c'est encore mieux. Dans cette vidéo, on va passer en revue les meilleures options en matière de société offshore pour gérer votre business en ligne et optimiser votre fiscalité au maximum. Sur cette chaîne, je m'efforce de vous donner les meilleures infos pour devenir réellement libre grâce à votre business et ça passe aussi par la réduction légale de vos impôts. Alors, je ne suis ni juriste ni fiscaliste, donc cette vidéo ne constitue pas un conseil fiscal, mais une simple présentation des sociétés les plus adaptées pour les web entrepreneurs qui souhaitent une plus grande liberté et efficacité dans leur business. Alors juste une note avant de commencer, faites attention aux infos que vous allez trouver sur internet. La plupart des personnes qui vont vous donner des infos gratuitement ont un intérêt derrière. Une entreprise qui offre des services aux Émirats va vous vanter les mérites de Dubaï. Et c'est normal, c'est là-dedans qu'ils sont spécialisés. Pareil pour les personnes spécialistes de l'Estonie, de Hong Kong, de Singapour. Donc le but de cette vidéo, c'est de vous donner une vue d'ensemble des sociétés que vous pouvez potentiellement ouvrir. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que chaque personne et chaque société aura des besoins et des priorités différents. Et donc il n'y a pas une société qui est meilleure que toutes les autres et qui s'applique à toutes les situations. Donc dans ce tableau, on va comparer plusieurs options de sociétés offshore, certaines des options les plus populaires et d'autres qui sont moins connues. Et je vais m'appuyer sur mon expérience ainsi que sur les retours que j'ai pu avoir de la part d'amis entrepreneurs qui utilisent ces structures. Le but ici, c'est d'avoir une structure qui soit facile à gérer, optimisée fiscalement et qui soit adaptée aux besoins de votre business. Alors tout d'abord, on va commencer par deux types de sociétés, les Limited à Hong Kong, donc LTD Hong Kong et les LLC aux Émirats Arabes Unis, souvent dans des free zones. Donc ces deux types de sociétés sont des sociétés qui sont assez marketées dans des paradis fiscaux assez connus, mais pourtant ce ne sont pas des sociétés que je recommande nécessairement pour des entrepreneurs qui ont des business en ligne. C'est souvent pas adapté. Donc on va les passer assez rapidement, mais concrètement ici les colonnes, on a le type d'imposition, ensuite l'impôt en pourcentage que vous allez payer, les frais d'ouverture, les frais de gestion, etc. Tout un tas de critères en fait à prendre en compte avant d'ouvrir la bonne société pour votre business. Donc la Limited à Hong Kong et la Limited aussi aux Émirats, ce sont toutes les deux des sociétés opaques, c'est-à-dire que l'imposition est sur la société. Donc c'est la manière la plus classique d'imposer les sociétés. Et ensuite ici, au niveau de l'impôt, on a 0%, alors avec des cas particuliers à chaque fois. C'est-à-dire que pour Hong Kong, il faut que toutes les activités et en fait le revenu généré par votre société soit fait en dehors d'Hong Kong pour que vous soyez à 0%. Si vous avez un business à Hong Kong avec une société à Hong Kong et que votre business, en fait, que vos activités tournent à Hong Kong, vous allez être imposé autour de 17% à Hong Kong. Et pour les Émirats ici, c'est un petit peu pareil, c'est-à-dire que si votre société est enregistrée dans une free zone et que toutes vos activités sont en dehors des Émirats, alors vous ne serez pas taxé. Donc voilà, au niveau de la société, ici 0%, forcément, c'est dur à battre. Ensuite, au niveau des frais, c'est des structures qui sont assez coûteuses à ouvrir et à gérer. Donc à Hong Kong, il faut compter environ 2 000 € minimum pour ouvrir une société. Et en frais de gestion, ça va être 2 000 € aussi. Pourquoi? Parce que la gestion administrative d'une LTD à Hong Kong est assez lourde. Vous avez un audit tous les ans, vous avez énormément de documents à soumettre à l'administration. Vous avez, justement pour avoir les 0%, il va falloir demander une exemption. Donc voilà, il y a vraiment pas mal de choses à faire. Il faut travailler avec des comptables, il faut travailler avec des fiscalistes. Donc 2 000 € par an pour gérer une société à Hong Kong, c'est un petit peu, vraiment c'est le minimum. Et à Dubaï ou dans les Émirats, ça va être encore un petit peu plus cher. Pour ouvrir la société en général, ça va se situer autour de 5 000 €. Ça peut aller même jusqu'à 7 ou 8 000 € pour ouvrir une free zone. Ça dépend du prestataire que vous allez utiliser. Ça dépend de la free zone dans laquelle vous allez ouvrir votre compagnie. Dans tous les cas, c'est assez onéreux et pareil, en frais de gestion, vous avez pas mal de choses à faire. Vous devez travailler avec des prestataires qui sont forcément aux Émirats assez chers et au niveau de la gestion administrative, là aussi, elle est assez élevée. Il y a pas mal de choses à faire pour que la société continue de tourner et soit opérationnelle et soit en règle avec les autorités locales. Donc évidemment, 0% d'impôt, certes, mais avec un certain coût, non seulement à l'ouverture, mais aussi annuellement pour gérer la société. Au niveau des options bancaires, pour les deux juridictions, elles sont assez limitées. C'est-à-dire que vous allez avoir un accès limité à des fintechs et pour aller ouvrir un vrai compte bancaire pour votre société, il va falloir aller sur place et montrer que vous avez une substance, c'est-à-dire que vous habitez là-bas, que vous faites du business dans la région, qu'il y a un réel besoin d'avoir un compte bancaire et ensuite la banque va décider oui ou non de vous ouvrir un compte bancaire en fonction de votre business model, en fonction d'où vient l'argent. Vous allez vraiment devoir tout expliquer. Donc c'est des démarches qui sont assez compliquées et pour Hong Kong qui était une option très populaire il y a quelques années, c'était assez facile
facile d'ouvrir des comptes bancaires. Aujourd'hui, les comptes bancaires de la plupart des sociétés qui opèrent depuis Hong Kong, mais au final qui n'ont aucune activité à Hong Kong, ont été fermés. Donc c'est quand même beaucoup plus compliqué à ce niveau-là. On continue au niveau de Stripe et de PayPal. Eh bien, alors les deux options sont disponibles. Par contre, vous avez des frais qui sont assez élevés. Vous avez 3,4% à Hong Kong pour Stripe, 2,9% aux Émirats. Et pour PayPal, c'est encore plus cher. C'est 3,9% à Hong Kong pour des transactions business et 3,4% aux Émirats. Donc encore une fois, c'est assez élevé. Maintenant, est-ce que vous pouvez ouvrir un compte sur Amazon et vendre sur Amazon FBA avec ces entreprises? Oui, totalement. Ce sont deux juridictions qui sont acceptées pour la vente sur Amazon. Donc voilà, ça c'était pour passer sur deux types de sociétés qui sont populaires, mais qui, à mon avis, vous voyez, pour les frais de gestion, le casse-tête un petit peu administratif que c'est de gérer ce genre de société, c'est souvent pas la meilleure option, en tout cas la manière la plus optimisée de gérer votre business en ligne. À moins que vous habitiez dans ces régions et vous ayez un réel intérêt à avoir une société locale, mais sinon ça vaut pas le coup. Alors on passe à la troisième option qui est la OU estonienne, c'est-à-dire pareil, une société à responsabilité limitée. En Estonie, c'est une société qui est extrêmement marketée sur le web. Ils ont fait un gros coup marketing avec le statut de e-résidence, c'est-à-dire qu'on peut ouvrir une société assez facilement sur Internet avec une carte de e-résident estonien qui facilite un petit peu les démarches. Donc, ils ont fait un très très gros coup marketing en se plaçant comme la Digital Nation et en offrant aussi certains atouts fiscaux et de facilité de gestion. Donc, c'est pour ça que ce type de société est très populaire sur YouTube, en ligne en général. Donc, c'est un type d'imposition qui va être opaque. Encore une fois, c'est la société qui va se faire imposer sur ses bénéfices. Maintenant, comment marche l'imposition là-bas? J'ai mis 0%, mais avec une grosse astérix, c'est-à-dire que c'est 0% sur tout ce que vous allez garder dans l'entreprise, sur tout ce que vous allez réinvestir. Donc, par exemple, si vous gagnez 100 000 euros de bénéfices sur votre entreprise, mais que vous ne sortez aucun argent en dividende, eh bien, vous allez être imposé à 0. Donc, tout ce qui reste dans l'entreprise, tout ce qui est réinvesti n'est pas imposé. Donc, c'est intéressant, mais au moment où vous voulez sortir cet argent, au moment où vous voulez payer des dividendes, il va falloir payer un impôt de 20% sur ces dividendes que vous sortez. Donc, c'est 0% jusqu'à ce que vous payez, où là, ça devient 20%. Donc, ça peut être intéressant pour des startups, pour des business qui ont besoin de capital et de réinvestir constamment. Mais vous savez qu'à un moment donné, vous avez une épée de Damoclès sur la tête et qui vous tombe dessus et vous avez 20% à payer. Donc voilà, c'est juste quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est pas du 0% comme on le voit parfois. Au niveau de l'ouverture, il va falloir compter environ 300 euros si vous le faites vous-même, donc le coût de l'e-résidence et ensuite le coût d'ouverture de l'entreprise. Et au niveau des frais de gestion, ici on se situe autour de 1000-1200 euros par an. Pourquoi? Eh bien parce qu'en Estonie, vous avez l'obligation d'avoir un comptable, de soumettre un rapport annuel et donc forcément ça a un coût par mois, dépendant de la complexité et des volumes que vous faites dans votre business. Eh bien les coûts de comptabilité par mois peuvent grimper assez rapidement et l'Estonie n'est pas un pays aussi abordable que ça. Au niveau de la gestion administrative, ici c'est là que l'Estonie met vraiment ses qualités en avant. Donc par rapport à beaucoup d'administrations qui demandent des choses par fax, des choses en papier, des signatures, bref, vraiment à l'ancienne, eh bien l'Estonie a pris le pas du digital et tout peut se faire en ligne justement avec cette carte de e-résident qui va permettre de vous identifier, d'authentifier vos signatures. Donc ça, c'est clairement un atout par rapport à d'autres entreprises qui sont beaucoup plus difficiles à gérer, même des sociétés en France. Voilà, même en habitant en France, avec une société en France, vous avez beaucoup de paperasse à gérer. En Estonie, c'est assez facile. Et en plus, vous avez des gens qui parlent anglais en face de vous, pas comme d'autres pays sur cette liste qu'on verra plus tard. Et puis ici, un énorme avantage de l'Estonie, ça va être l'accès au marché européen, à l'Union européenne. L'Estonie fait partie de l'Union européenne et donc vous avez des démarches qui vont être simplifiées si vous vendez sur les marchés européens pour tout ce qui va être TVA, numéro EORI, certificat et conformité européenne. Et pour ceux qui font du business en Europe, vous savez qu'il y en a beaucoup et donc avoir une société dans l'Union européenne va permettre de faciliter, de simplifier un petit peu tous ces processus par rapport à une société qui est enregistrée en dehors de l'Union européenne. Donc là aussi, au niveau des options bancaires, vous allez être un petit peu confiné au fintech, à moins que vous habitiez en Estonie ou que vraiment vous arriviez à convaincre une banque en allant sur place, d'ouvrir un compte bancaire pour vous. Mais les banques en Estonie, sont un petit peu le talon d'Achille de tout le programme d'e-résidence que l'Estonie essaie de mettre en avant parce que les banques sont assez frileuses avec des business qui sont enregistrés en Estonie mais qui n'ont pas vraiment d'activité sur place. Vous avez accès à Stripe et PayPal en Estonie. Pour les frais, Stripe ça va être 1,5% sur les cartes européennes et 3,25% sur le reste du monde. Pour PayPal, vous avez des frais de 3,4%. De toute façon, PayPal c'est toujours assez cher donc je vous recommande d'utiliser un autre processeur de paiement si vous en avez l'opportunité parce que
que c'est en général vraiment pas très intéressant. Et pour Amazon FBA, il n'y a aucun problème. Vous pouvez ouvrir un compte seller avec votre société estonienne et vous n'aurez pas de souci là-dessus. Alors maintenant, on passe à la quatrième option, c'est la LLC aux États-Unis. Alors ici, quand on dit LLC aux États-Unis, on va se concentrer sur plusieurs États parce que entre les États, il va y avoir de grosses différences d'imposition, de privacy et de tout un tas de choses, de tout un tas de règles qui entourent les LLC. Donc ici, on parle principalement du Delaware, du Wyoming, du New Mexico, mais aussi de la Floride et de l'Arizona. Alors ici, c'est un type d'imposition qui est un petit peu différent. Vous voyez que les autres options étaient toutes des sociétés opaques. Ici, c'est une société transparente. Donc ici, ce que ça veut dire, c'est que l'impôt n'est pas appliqué au niveau de l'entreprise, mais au niveau des propriétaires, des bénéficiaires de l'entreprise. Donc la société, c'est comme si elle n'existait pas et l'impôt est directement appliqué sur la personne qui possède l'entreprise. Et vous voyez ici le taux d'impôt de 0%. Alors est-ce que les entreprises aux États-Unis sont imposées à 0%? Alors non, mais il y a un cas précis dans lequel on est à 0%. C'est si l'entreprise est détenue par un étranger et qu'il n'y a pas d'activité commerciale aux États-Unis. Par contre, vous pouvez avoir votre stock dans les entrepôts d'Amazon aux États-Unis, vous pouvez vendre sur Amazon.com, vous pouvez vendre à des clients américains. Ça ne représente pas une activité qui va déclencher l'impôt aux États-Unis. Donc on appelle ça EDBUS, c'est-à-dire Engage in Trade or Business in the United States. Donc ça, c'est la définition de est-ce que vous allez être imposé ou pas. Mais si vous n'avez pas de bureau, pas d'employé, pas d'entrepôt indépendant directement sur place, vous ne serez pas considéré comme EDBUS et donc vous serez exempt de l'impôt. En tout cas, vous serez exempt de l'impôt aux États-Unis parce que évidemment, comme c'est une structure qui est transparente, l'impôt sera appliqué sur vous en tant que personne. Et donc ici, ça va être extrêmement important de savoir où est-ce que vous habitez, où est-ce que vous êtes résident fiscal, où est-ce que vous payez vos impôts personnels. Donc ici, forcément, avec une LLC, il faudra habiter dans un pays plus clément au niveau des impôts, soit qu'il y a une taxation faible sur le revenu, soit qu'il n'y a pas de taxation, ou alors avec certaines règles qui excluent les revenus qui proviennent de l'étranger, comme des pays à taxation territoriale par exemple. D'ailleurs, dites-moi si vous voulez une vidéo où je vous présente quelques-uns des meilleurs pays dans lesquels s'expatrier pour optimiser votre fiscalité à titre personnel. Laissez un commentaire juste en dessous et s'il y a assez de demandes, je ferai une vidéo là-dessus. Donc pour continuer avec la LLC, forcément c'est une option qui est assez prisée aussi par sa facilité d'ouverture et de gestion. Donc à l'ouverture, ça va vous coûter entre 200 et 300 euros en passant par un prestataire, en obtenant votre numéro EIN qui va être un petit peu votre tax ID pour votre LLC. Au niveau des frais de gestion, ça dépend de l'état que vous allez choisir, mais on va être autour de 150 à 250 euros maximum par an. Donc il va falloir avoir un registered agent qui va vous donner une adresse aux États-Unis. Il y a certaines déclarations à faire que vous pouvez faire via un comptable, ça va vous coûter un petit peu d'argent, mais c'est extrêmement faible par rapport à pas mal d'entreprises. Au niveau de la gestion administrative maintenant, alors là j'ai mis modéré. Donc certes, c'est pas aussi élevé qu'aux Émirats ou à Hong Kong, mais ça peut être un réel casse-tête dépendant des marchés sur lesquels vous vendez. Ici, je pense au marché européen. Si vous avez des démarches à faire en Europe, avec une LLC, c'est extrêmement compliqué. Il y a même beaucoup de gens qui ont eu des soucis pour l'ouverture de leur compte Amazon en Europe avec une LLC, avec des blocages à répétition, de gros problèmes pour prouver l'adresse de la LLC. Donc voilà, c'est des choses qu'il faut prendre en compte. La LLC, c'est bien, c'est une structure qui fonctionne pour certains types de business, mais si vous voulez faire du business principalement dans l'Union européenne, avec toutes les règles, les contraintes et la compliance qui va avec, c'est pas forcément la structure la plus adaptée. Parce que ce genre de choses peut vraiment freiner votre business et le développement de votre activité. Au niveau des options bancaires, vous allez avoir plusieurs options ici. Forcément, on retrouve les fintechs. Alors, il y a des fintechs classiques comme Revolut, comme Wise, mais vous avez aussi d'autres fintechs comme Mercury qui sont spécialement pour les LLC américaines. Voilà, ça c'est assez facile d'ouvrir ce genre de compte. Après, c'est assez limité en termes d'options et en termes de services proposés. Vous avez aussi l'option d'ouvrir un compte local aux États-Unis. Par contre, pour ça, il va falloir se rendre en personne aux États-Unis et aller dans une branche d'une banque pour ouvrir un compte pour votre LLC. Mais c'est possible en tant qu'étranger et même si vous n'avez pas de SSN, c'est-à-dire le numéro de sécurité sociale américain, vous pouvez avoir un ITIN à la place et ouvrir un compte là-bas. Vous avez évidemment accès à Stripe et PayPal avec des frais qui sont assez élevés, 2,9% sur Stripe, 3,49% sur PayPal. Voilà, donc ça reste des frais élevés, mais forcément vous avez accès à ces services. Et ensuite, Amazon FBA, comme je l'ai dit, oui, vous pouvez ouvrir un compte Amazon, un compte seller avec une LLC. Après, faites attention parce qu'il y a eu énormément de problèmes. Il y a eu aussi beaucoup d'abus. C'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a beaucoup plus de vérifications et qu'Amazon est plus strict avec ça. Mais aujourd'hui, si vous n'habitez pas aux États-Unis, vous allez avoir de gros problèmes de vérification de compte, surtout si vous voulez ouvrir un compte sur Amazon Europe. Donc, prenez ça en compte quand vous décidez quelle structure ouvrir. Alors, on passe maintenant à la LLP au Royaume-Uni. LLP, c'est Limited Liability Partnership. Donc, c'est un partenariat qui est aussi
transparent, c'est-à-dire qu'à ce niveau-là, c'est comme la LLC, l'impôt n'est pas appliqué sur la société, mais il est directement sur les bénéficiaires. Et donc ici, c'est pareil qu'aux États-Unis, l'impôt est de 0%. Donc ici, le fait que ce soit un partnership, ça veut dire que l'entreprise, la société, doit être détenue par deux entités, donc deux personnes, donc que ce soit des personnes ou des sociétés. Et pareil que la LLC US, ici, vous n'avez pas d'impôt s'il n'y a pas d'activité commerciale au Royaume-Uni et qu'aucun des associés n'est résident au Royaume-Uni. Alors pour les frais d'ouverture, vous allez être autour de 300 € pour la LLP en elle-même, mais ça peut être un petit peu plus si vous avez besoin d'ouvrir une deuxième structure justement pour avoir deux partenaires et pouvoir ouvrir la LLP. Donc c'est quelque chose qu'il faut prendre en compte aussi. Au niveau de la gestion, il va y en avoir un petit peu, elle n'est pas si élevée que ça. Mais il faut quand même prendre en compte que ça va vous coûter environ à 500 à 600 € par an pour maintenir la société si elle est active. Ensuite, ce qu'il faut savoir ici, et c'est pour ça que la LLP peut être une bonne option, une bonne alternative à la LLC, c'est que vous allez avoir un accès simplifié à toutes les démarches européennes. Alors même si le Royaume-Uni ne fait plus partie de l'Union européenne, ça on le sait, mais vous avez quand même un accès simplifié. Il y a souvent des choses plus faciles quand vous avez une société au UK qu'aux États-Unis. Vous allez déjà avoir accès à la TVA au UK. Au niveau des options bancaires, là aussi, on se retrouve avec les fintech habituels, Revolut, Wise. Si vous voulez un compte bancaire au UK, comme pour les autres options, ça va être très compliqué si vous n'habitez pas vous-même au UK et si vous n'avez pas de substance sur place. Là encore, vous avez accès à Stripe et PayPal. Donc pour Stripe, c'est 1,5% de frais pour le Royaume-Uni, 2,5% pour l'Union européenne et 3,25% pour le reste du monde. Pour PayPal, ça va être 2,9%. Et avec ce type de société, vous pouvez évidemment ouvrir un compte seller sur Amazon. Alors maintenant, ça c'est une option qu'on entend beaucoup moins souvent, ça va être la LP, donc le Limited Partnership au Canada. Donc plus particulièrement, ça va être dans la province de l'Ontario où il y a un type de société qui s'apparente un petit peu à la LLC aux US ou à la LLP au UK. Là encore, c'est un partnership, donc vous allez avoir besoin de deux entités qui détiennent la société. Encore une fois, ça peut être des sociétés ou des personnes physiques qui détiennent la société. Pour l'imposition, c'est exactement pareil que la LLP au Royaume-Uni. Si vous n'avez pas d'activité commerciale au Canada et si aucun des propriétaires de l'entreprise n'est résident canadien, vous n'êtes pas imposé au Canada. Et encore une fois, c'est une société transparente, c'est-à-dire que l'impôt va s'appliquer sur les bénéficiaires de l'entreprise et non sur l'entreprise elle-même. Au niveau des frais de gestion ici, en Ontario, ils sont de 0, c'est-à-dire que vous n'avez pas de déclaration à faire, vous n'avez pas de comptabilité à tenir. Donc voilà, vous pouvez vraiment opérer cette société de manière totalement gratuite. Donc au niveau de la gestion administrative, là, elle va être assez nulle. Il n'y a rien à faire pour maintenir la société. Et au niveau des options bancaires, c'est exactement pareil. Vous avez accès au fintech et si vous voulez un compte en banque au Canada, vous pouvez en ouvrir un, mais vous devez vous déplacer, y aller en personne et ouvrir un compte en banque dans une banque physique au Canada. Au niveau de Stripe et de PayPal, vous avez 2,9% sur Stripe et 2,9% sur PayPal. Donc, c'est pas si mal par rapport aux autres options. Et vous pouvez ouvrir un compte sur Amazon FBA avec ce type d'entreprise à partir du moment où vous arrivez à prouver l'adresse de la société. Et finalement, j'aimerais finir avec deux options qui sont très rarement abordées. Ça va être la OOD en Bulgarie et la LTD à Chypre. Donc ce sont deux sociétés dans l'Union européenne qui sont assez optimisées, sans doute les mieux optimisées dans l'Union européenne en termes d'impôts. Donc ce sont des sociétés opaques. Là vous avez vraiment une imposition sur les bénéfices de la société de manière très classique. Donc vous avez 10% une flat tax en Bulgarie et 12,5% à Chypre. Donc Chypre, ça peut être une bonne option, surtout si vous voulez habiter à Chypre. Pourquoi ? Parce qu'avec certains statuts, vous pouvez être exonéré d'impôts sur vos dividendes et donc avoir une structure fiscale extrêmement avantageuse, surtout si vous voulez vivre dans l'Union européenne. Au niveau des frais d'ouverture et des frais de gestion, ces deux sociétés sont assez proches. On est autour de 400 € en Bulgarie et 600 € à Chypre. Chypre, c'est un petit peu plus cher que la Bulgarie, c'est même bien plus cher que la Bulgarie en termes de services. Et il faut compter environ 1000 € de gestion annuelle pour la société en Bulgarie et 1500 € à Chypre. Encore une fois, ici, vous allez avoir des frais de comptabilité et de compliance. Au niveau de la gestion administrative, alors il y a du positif, il y a du négatif. Le positif, c'est que vous avez un accès facilité à l'Union européenne. Donc ça, c'est pas mal si vous vendez sur ces marchés-là. Par contre, l'aspect négatif, c'est le poids administratif et voilà l'inefficience, on va dire, des autorités locales. En Bulgarie, tout est en bulgare. À Chypre, alors c'est mieux parce que ça va être en anglais, mais ça va être plus cher. Mais même en passant par des prestataires compétents, ça reste un peu vieille école. Tout est en papier et vraiment inefficace. Donc n'attendez pas l'efficacité et le côté digital de l'Estonie par exemple. Au niveau des options bancaires, ici les fintechs sont sans doute votre meilleure option.
Les banques dans ces pays ne sont vraiment pas les meilleures et à moins que vous habitiez sur place, il y a peu de chances que vous arriviez à ouvrir un compte en banque dans tous les cas. Pour Stripe, ici, on va retrouver un modèle classique, 1,5% de commission sur les cartes européennes et 3,25% sur le reste du monde. Et sur PayPal, on est à 3,4%. Et sur Amazon FBA, vous n'avez pas de problème à ouvrir un compte avec ce type de société. Elles sont toutes les deux acceptées par Amazon. Et je finirai avec une note sur la TVA. Donc, vous voyez que dans les colonnes, dans les critères, il n'y a pas la TVA. Pourquoi? Eh bien, parce que le pays d'enregistrement, d'immatriculation de votre entreprise ne va pas avoir d'influence sur la TVA que vous allez payer ou non. Donc la TVA, elle dépend du pays dans lequel vous allez vendre vos produits et vos services. Donc si vous vendez sur le marché allemand, eh bien vous devrez reverser la TVA aux autorités locales, donc en Allemagne, qui est de 19% sur le total de vos ventes. Donc j'espère que ce tableau vous a aidé à comparer différentes structures, les avantages, les inconvénients et les coûts de certaines structures. Maintenant, avant de foncer la tête la première et d'aller ouvrir votre société offshore, je vous recommande de regarder cette vidéo dans laquelle j'explique l'erreur numéro 1 dans l'optimisation fiscale de votre business. Ou alors cette vidéo pour en savoir plus sur la fameuse règle des 183 jours. À bientôt pour une nouvelle vidéo.